Je suis Serge Pogam, je suis directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Je viens aujourd'hui présenter un ouvrage qui s'intitule L'intégration inégale, avec le sous-titre Force, fragilité et rupture des liens sociaux. Il s'agit d'un travail qui a été réalisé au sein de l'équipe que je dirige, l'équipe de recherche sur les inégalités sociales. Et nous avons effectivement là l'intention de défendre une thèse sur l'intégration en soulignant qu'on est face à une société aujourd'hui dans laquelle les inégalités sont particulièrement vives et elles s'appréhendent en fonction de ce modèle d'intégration qui se délite, auquel des franges nombreuses de la population ne peuvent pas ou difficilement se conformer. Et donc c'est cette perspective théorique que nous avons retenue et qui nous a conduit finalement à réaliser cet ouvrage que j'ai le plaisir de présenter ici à Martigues. C'est un livre auquel j'attache beaucoup d'importance parce que c'est précisément un livre d'équipe. Je dirais que c'est l'aboutissement ou l'un des aboutissements d'une équipe de recherche. Alors, dans une équipe de recherche, on travaille comment ? Qu'est-ce que c'est une équipe de recherche? Pour vous, effectivement, peut-être certains d'entre vous vous demandez comment on travaille dans une équipe de recherche. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est vraiment un laboratoire et une équipe de recherche? Alors, c'est une équipe qui est insérée dans d'abord une unité de recherche qui s'appelle le Centre Maurice Alvax, qui comporte plusieurs équipes, dont une équipe sur les inégalités sociales. Comme Maurice Alvax est un des chercheurs qui a travaillé sur la classe ouvrière notamment et sur les inégalités, j'y reviendrai tout à l'heure, c'était important effectivement d'avoir une équipe de recherche. Une quarantaine de membres appartiennent à cette équipe. Dans cette équipe, il y a donc des chercheurs confirmés qui sont au CNRS, qui sont à l'université, des chercheurs qui sont associés, qui peuvent être dans d'autres universités, parfois même à l'étranger, et qui restent en relation avec l'équipe parce que mobilisés sur des programmes de recherche précis autour de la question des inégalités sociales. Et il y a aussi des personnes qui font leur thèse. Je dirige une vingtaine de doctorants, donc c'est un gros travail. Donc autour de moi, il y a beaucoup de doctorants. C'est une vraie machine à produire. Donc c'est pour vous montrer comment on travaille. Donc tous les mois, nous avons un séminaire d'équipe. Moi, j'ai un séminaire hebdomadaire à l'École des hautes études en sciences sociales. Qu'est-ce que c'est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales? C'est d'avoir une chaire. Donc ça veut dire que tous les vendredis matins, je donne rendez-vous à tous mes étudiants pour le séminaire hebdomadaire. Donc là, je vais rentrer demain, mais vendredi, je fais mon séminaire. Donc, et donc, c'est une chaire sur la sociologie des inégalités et des ruptures sociales. Et tous les ans, donc, il y a un thème de recherche nouveau. Alors j'anime plusieurs séances, il y a aussi des invités, des participants de ce séminaire qui présentent leurs travaux et on travaille comme ça en commun, sachant qu'au début de l'année, on se fixe des objectifs, mais on ne sait pas véritablement si on va les atteindre. C'est une recherche en marche. Ce n'est pas comme si vous alliez écouter un cours qui a été rodé pendant plusieurs années à l'université, etc. Donc c'est toujours quelque chose de nouveau. Et donc ce livre, c'est le produit d'une réflexion d'une équipe. Alors pour le réaliser, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, on a consacré plusieurs séances de notre séminaire mensuel. J'ai consacré une année de mon séminaire de l'École des hautes études à la réalisation de ce livre. C'était le thème de l'année dernière, les formes inégales de l'intégration. Donc ça a été aussi un moment important pour réaliser cet ouvrage. Alors, c'est absolument pas une juxtaposition de recherche menée dans une équipe. Il y a une thèse qui est défendue et que je vais vous présenter ce soir. Mais vous allez voir qu'on aborde plusieurs sujets. Et donc la question est de voir comment des sujets très différents les uns des autres sont reliés les uns aux autres autour d'une problématique de l'intégration inégale. Donc c'est bien ça que je vais essayer de vous montrer. Donc vous pouvez rentrer dans ce livre en suivant l'entrée par tel ou tel chapitre qui va vous intéresser, mais en même temps, tous les chapitres conduisent finalement à résoudre l'énigme
qui est posée dans ce livre. Et donc c'est cette énigme, une recherche, c'est une énigme. On pose une énigme. On est un peu comme dans le cas d'une énigme policière, on essaye de la résoudre. Mais encore faut-il, une énigme policière, elle est posée d'emblée, donc on n'a pas besoin de la construire. Les sociologues doivent construire l'énigme pour pouvoir la résoudre. Et c'est ça la difficulté. C'est-à-dire, quelle énigme vous allez résoudre? Quelle est l'énigme que posait Émile Durkheim? Émile Durkheim, c'est le fondateur de la sociologie. Quelle était son énigme sociologique? Si vous lisez de la division du travail social, que vous devez avoir sur ces rayons quelque part, et donc Durkheim se pose la question, comment se fait-il que les individus se détachent en quelque sorte de leur socle de solidarité privée, de proximité du moins, et comment finalement ils arrivent à être encore intégrés dans la société, mais de façon différente. Et c'est-à-dire comment ils passent d'une dépendance à une autre dépendance. Donc l'autonomie vis-à-vis de certaines formes du lien social va se traduire par une dépendance à l'égard d'autres formes du lien social. Donc vous voyez qu'on passe là d'un processus de détachement à un processus d'attachement. Et c'est ça la question que va se poser Durkheim. Donc il a mis toute sa carrière finalement à résoudre cette énigme. C'est-à-dire, donc il y a une réponse qui se trouve dans la division du travail, parce qu'il va montrer effectivement qu'on passe de la solidarité mécanique à la solidarité organique par la division du travail, c'est-à-dire que dans les sociétés modernes, nous sommes complémentaires les uns des autres, c'est-à-dire interdépendants par le fait qu'on exerce des fonctions différentes dans le monde du travail qui sont censées être complémentaires les unes des autres, et c'est de cette différenciation des individus dans le travail et de cette complémentarité ou interdépendance que naît la solidarité organique, et donc la dépendance des individus à l'égard de cette forme globale de protection et de reconnaissance par le monde du travail. Alors, ce livre part justement de deux notions, l'intégration et l'inégalité, l'intégration inégale. Ce n'est pas par hasard que j'ai commencé par vous parler de Durkheim, parce que le grand penseur de l'intégration, c'est Durkheim. Ce n'est pas Manuel Valls qui parle de l'intégration et des politiques d'immigration. Le grand penseur de l'intégration, c'est Émile Durkheim. Pour Durkheim, l'intégration, ce n'est pas du tout la question de l'immigration. Il aurait pu se poser la question, parce que la question de l'immigration était posée dès le XIXe siècle, bien entendu, dès la fin du XIXe siècle, et même bien avant. Mais ce que Durkheim pose à travers la notion d'intégration, c'est autre chose, ça va au-delà. Et donc, il a deux sens. Il y a deux sens au mot intégration qu'il faut bien comprendre. Il y a le premier sens qui est l'intégration des individus à la société. Et ça concerne tout le monde. L'intégration, comment on est intégré à la société? Comment se fait ce processus qui fait qu'on est attaché à la société? Alors on est attaché à la société à travers le fait d'être attaché à des groupes différents. Et ces groupes différents auxquels on est attaché nous conduisent à être attachés aussi progressivement à la société. Donc c'est le processus qui conduit les individus à être attachés à des groupes et progressivement à la société tout ensemble. Ça, c'est le premier sens de l'intégration, et qui renvoie bien sûr au processus de socialisation. On apprend à s'attacher à différents groupes, et s'attacher, ça veut dire apprendre les normes en vigueur dans le groupe pour s'y conformer. On va être attaché à condition de se conformer aux normes du groupe. Et on le fait sans se poser la question, ah oui, il faut que je respecte telle ou telle norme. En fait, on le fait naturellement, ou en fait ce n'est pas tout à fait naturel, mais on croit le faire naturellement, mais c'est le processus de l'intériorisation du système normatif qui sert de régulation à chacun des groupes auxquels on participe. Mais Durkheim ne s'arrête pas là. Pour lui, l'intégration, c'est aussi l'intégration de la société. Ce n'est pas simplement l'intégration des individus à la société, c'est aussi l'intégration de la société.
c'est-à-dire l'intégration du système social dans sa globalité. Un des disciples de Durkheim, Maurice Salvax, dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque j'appartiens au centre Maurice Salvax, l'un des disciples de Durkheim, donc ce Maurice Salvax, a beaucoup travaillé sur la classe ouvrière. Dès le début du siècle, du XXe siècle, il a publié La classe ouvrière et les niveaux de vie. On a dans la collection Le Lien social publié les textes de Maurice Salvax, dont un sur le destin de la classe ouvrière, que vous retrouverez. Mais Maurice Salvax utilisait, dès le début du siècle, la notion de feu de camp pour parler de l'intégration. C'est intéressant, cette image, cette métaphore du feu de camp, parce qu'il considérait que dans toute société, il y a un foyer central et les individus sont regroupés par cercles concentriques autour de ce foyer central. Donc les personnes les plus proches du foyer central sont celles qui sont finalement les mieux intégrées, parce que celles qui finalement sont les plus proches de tout ce qui est au centre du modèle social en général. Et plus on s'éloigne de ce foyer central par cercle concentrique, plus on est éloigné et moins on est intégré. Et Maurice Salvax voyait dans le cercle le plus éloigné, laquelle classe? La classe ouvrière. La classe ouvrière était pour lui la plus éloignée du foyer central, c'est-à-dire que celle qui participait finalement le moins au fondement de la société, alors même que cette classe ouvrière était particulièrement active et travaillait durement dans les usines. Mais le fait de travailler durement dans les usines faisait que cette classe ouvrière était en prise avec la matière et donc pratiquement dans des relations qui ne permettaient pas véritablement une réelle intégration au système social, très éloignée de la culture, du savoir. Et donc, cette classe ouvrière est injustement positionnée le plus loin possible du foyer central. Ça, c'était toute l'approche de Maurice Salvax, qui fondait son analyse sur une analyse très très fine des niveaux de consommation. Il avait étudié de façon précise la consommation des ménages, et puis il n'avait aucune difficulté à voir effectivement que la consommation les budgets ouvriers étaient très différentes évidemment de la consommation dans les catégories plus supérieures. En réalité, on a du mal dans la tradition sociologique à concilier deux regards, le regard sur l'intégration et le regard sur les inégalités. Une grande partie de la production sociologique est consacrée à l'étude des mécanismes d'intégration. Une autre grande partie de la production est consacrée à l'analyse des inégalités. Je vais prendre deux exemples. Deux livres publiés dans les années 90, que vous devez aussi avoir ici certainement. Le livre de Dominique Schnapper, qui publie en 91 un titre qui s'intitule « La France de l'intégration ». Dans ce livre, Dominique Schnapper étudie, dans une perspective très, très durkheimienne, les formes françaises de l'intégration. Mais ce qui est frappant à la lecture de ce livre, qui a joué un rôle important dans la réflexion sur l'intégration, c'est qu'il n'est très peu de question des inégalités. 2 ans plus tard, Pierre Bourdieu et son équipe publient La misère du monde. C'est un ouvrage tout à fait passionnant dont vous pouvez vous rappeler peut-être qu'il a joué un rôle aussi très, très important, et il est devenu un best-seller. Tout le monde a lu Bourdieu à travers La misère du monde. Enfin, tout le monde, en tout cas beaucoup de personnes se sont même intéressées à la sociologie à partir de ce livre de La misère du monde. Alors ce livre est intéressant parce que Bourdieu reprend ces concepts habituels d'habitus, de champ, de domination, qu'il avait forgé d'ailleurs dans les années 70 pour la plupart de ces concepts, et alors même qu'il travaille sur une société en pleine crise, en pleine décomposition de la société salariale, il ne change pas son modèle et sa perspective. Il étudie les inégalités, mais il ne prend pas en compte la perspective durkheimienne de la transformation du modèle d'intégration. Il passe à côté de l'intégration. Donc lui, il est ancré dans la sociologie des inégalités,
Et alors même que la société est en train de se déliter, le monde du travail se délite, le chômage atteint des proportions considérables, à ce moment-là, il reste tributaire du cadre analytique qu'il a élaboré dans une période qui était celle de la croissance économique des Trente Glorieuses, ou de la fin des Trente Glorieuses. Et donc, ça ne veut pas dire que son analyse ne tient pas la route, je n'ai absolument pas dit ça. Ça veut dire qu'il ne fait pas la jointure, il n'articule pas avec la tradition qui consiste à poser le problème de l'intégration. Donc, on a finalement, dans la sociologie, des regards qui se juxtaposent, mais qui ne sont pas du tout articulés. Et ce livre, finalement, que nous avons voulu faire, c'est essayer de rapprocher ces deux traditions de la sociologie. Alors, en schématisant un peu sur le plan théorique, on pourrait dire d'un côté la sociologie fonctionnaliste, parce que Durkheim pourrait tout à fait être considéré comme un auteur s'inscrivant dans le fonctionnalisme, et ceux qui étudient les inégalités se réfèrent de façon proche ou lointaine, Bourdieu de façon plus lointaine, par rapport à la théorie marxiste. Mais on a là deux traditions bien campées, deux traditions théoriques, et donc qui ne communiquent pas. Donc, dans ce livre, nous avons essayé justement d'articuler ces deux approches, de rapprocher ces regards, et ça aboutit à l'intégration inégale. Mais alors, pour le faire, quelle est la boîte à outils pour y arriver? Et alors, nous sortons notre boîte à outils. Et la boîte à outils, on va la chercher dans l'analyse des liens sociaux. On va essayer de regarder justement comment se constituent les liens sociaux dans les sociétés modernes. Comment on peut étudier les liens sociaux et comment, du fait de la fragilité de ces liens et du risque de rupture des liens sociaux, on peut parler de grandes inégalités dans les mécanismes d'intégration. Alors, pour y arriver, je vais prendre deux temps. Tout d'abord, je vais vous expliquer ces liens sociaux de façon assez détaillée, en vous montrant, en les prenant les uns après les autres, que ces liens sont fragiles et qui sont générateurs d'inégalités. Que nous pouvons, à partir de cette analyse d'ailleurs, nous interroger sur notre propre intégration, au sens de la force de ce qui nous rattache à la société. On peut faire, à partir de l'étude de ce livre, son propre diagnostic personnel. Qu'est-ce qui nous rattache à la société? Est-ce que finalement on est attaché ou fragile ou en risque de rupture? On peut le voir à partir de cette première approche. Mais ensuite, j'essaierai de vous présenter justement une sorte de représentation de la société en différents paliers d'intégration. Je pousse l'analyse jusqu'à considérer qu'on peut, tout en partant de la sociologie des classes sociales, considérer la société française comme organisée en fonction de différents types de paliers. Et je vous décrirai ces 4 paliers que nous avons élaborés ensemble dans cet ouvrage. 4 types de liens essentiels que j'ai intitulés, c'était déjà présent dans le livre sur le lien social, le lien de filiation. Premier type de lien, c'est le lien bien sûr de l'individu avec ses parents, avec sa lignée, avec ses enfants, ascendants donc descendants, le lien de filiation. Premier type de lien. Deuxième type de lien, ce que j'appelle le lien de participation élective. C'est le lien qui renvoie au choix que nous faisons de relations avec les uns ou les autres vis-à-vis desquels on se sent proche. Ce sont des liens que l'on construit sur une base affinitaire. L'amitié fait partie de ce lien de participation élective. Nous avons tout un chacun la nécessité de construire ce type de relation tout au long de notre vie. Et nous le construisons sans cesse, c'est-à-dire qu'il y a des liens qui se défont et d'autres qui se reconstituent. Mais nous passons une grande partie de notre existence à constituer et reconstituer ce lien et ces formes qui nous rattachent aux autres à travers ces relations amicales. Troisième type de lien, c'est le lien de participation organique.
Et bien entendu, en utilisant ce lien de participation organique, je me réfère au concept de Durkheim de solidarité organique. Et là, ce lien de participation organique renvoie au monde du travail, aux relations qui s'instaurent dans le monde du travail, c'est-à-dire que nous nous formons dans notre vie pour exercer une fonction dans ce monde du travail qui va trouver une utilité. Nous n'avons pas la vocation de nous suffire à nous-mêmes dans ce monde du travail. C'est un monde qui nécessite des échanges, des complémentarités. Tout s'échange dans ce monde du travail et pourtant nous occupons des fonctions qui sont finalement très spécialisées. Mais pour la société, cela implique d'offrir des possibilités pour chacun d'occuper une fonction spécialisée qui trouve un sens dans le mode d'organisation globale. C'est ce qu'on appelle la solidarité organique. Et donc nous sommes attachés les uns aux autres à travers le monde du travail, à travers la fonction que nous sommes appelés à exercer dans ce monde du travail. Et enfin, quatrième type de lien, le lien de citoyenneté. C'est le lien qui nous rattache à un autre univers normatif, celui des citoyens auxquels on appartient. Ces quatre types de liens sont des liens intégrateurs. Nous avons besoin de ces quatre types de liens à tous les moments de notre vie. Ils sont essentiels. Je vais cependant, après avoir dit ça, souligner que bien que ces liens appartiennent à des sphères normatives différentes, on voit bien que la sphère normative de la famille est différente de la sphère normative des amis, est différente de la sphère normative du travail, est différente de la sphère normative de la citoyenneté. Ces quatre types de liens ont pour autant deux fondements communs, la protection et la reconnaissance. En fait, dans les formes d'attachement des individus à la société, nous avons besoin, justement pour être attachés à la société, de protection et de reconnaissance. Et d'ailleurs, on pourrait dire que la protection renvoie à cette notion de compter sur, de pouvoir compter sur. Nous avons besoin, face aux aléas de la vie, face à notre vulnérabilité d'individus, d'hommes en société, nous avons besoin de protection. Et donc, cette protection, elle est donnée à travers ces quatre types de liens. On a besoin de compter sur sa famille, de compter sur ses amis, compter sur le monde du travail, compter aussi sur les droits de citoyenneté. Ce sont des univers normatifs, mais nous avons besoin de ça pour exister. Sans ça, nous sommes fragiles. Il suffit qu'il nous manque un type de lien pour que, aussitôt, ça flotte. Mais ce n'est pas tout. Nous avons besoin de protection, nous avons besoin de compter sur, mais nous avons aussi besoin de compter pour. Et compter pour, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Nous avons besoin, pour exister socialement, en tant qu'individu, d'être reconnu, d'être apprécié, de sentir que l'on est utile. Alors comment ça se joue, ça, dans les interactions? Eh bien, ça se joue par le fait que non seulement on cherche la protection, mais on veut aussi avoir de l'importance. On veut avoir une certaine valeur. Et on court après cette valeur, cette reconnaissance. Elle est fondamentale dans les quatre types de liens. Si vous prenez le lien de participation, le lien de filiation pour commencer, on sait très bien qu'un enfant, bien sûr, il a besoin de la protection de ses parents, mais il a besoin aussi de la reconnaissance de ses parents. La reconnaissance, ça va être les formes de stimulation qui vont être données par les parents et qui vont être possibles à partir du moment où les parents vont s'enthousiasmer pour les réussites de leurs enfants. Et à travers cet enthousiasme, l'enfant se sent investi d'une importance, d'une utilité. Et il va d'ailleurs se développer encore plus vite s'il bénéficie de cette reconnaissance. Les enfants qui sont toujours dévalorisés, ils ne progressent pas. Pour progresser dans la vie, on a besoin de se sentir utile et reconnu. L'amitié, évidemment, nous avons besoin d'être protégés par l'amitié. Quand on demande aux individus qu'est-ce que c'est un ami, la réponse qu'on donne toujours, vous l'auriez donnée si je vous l'avais posée, c'est quelqu'un sur qui je peux compter. Un ami, c'est ça.
Donc on est dans la protection. Chercher des amis, c'est quelqu'un sur qui je peux compter. Bien entendu, on ne cherche pas des amis uniquement pour en profiter. Ça ne se fait pas tout à fait comme ça. On dirait que celui qui fait ça, effectivement, il est un peu utilitariste, on va dire, instrumentaliste. Ça ne se fait pas comme ça, mais en tout cas, on sait qu'une relation amicale, c'est une relation sur qui implique le fait de pouvoir compter en cas de coup dur. Mais dans la relation amicale, il est important aussi, pourquoi on est si attaché à ces relations, c'est parce qu'on sent avoir de l'importance dans le regard que l'autre porte sur nous, ou les autres portent sur nous. Et donc, nous nous investissons parfois avec acharnement dans ces relations amicales parce que nous sommes en quête de reconnaissance. Non seulement nous avons besoin de protection, mais nous avons besoin de cette quête de reconnaissance. La relation amoureuse, elle est fondée à la fois sur la protection et la reconnaissance. Inutile d'en dire plus. L'amour, c'est quoi? C'est bien sûr un échange de protection et un échange de reconnaissance. Et quand dans un couple, il n'y a plus tout à fait ce sentiment qu'on échange de la protection et de la reconnaissance, ben le couple, il se délite et il aboutit à des ruptures. Parce qu'effectivement, il n'y a pas cet échange essentiel pour aboutir à cette préservation de ce lien. Dans le monde du travail, comment ça se joue dans le monde du travail, la protection et la reconnaissance? Ben, le travail, ça apporte bien sûr au sens de la reconnaissance, c'est la valorisation par une qualification que l'on a et qui se concrétise de tous les jours. On travaille pas seul. Et même quand on travaille seul, on attend une reconnaissance du travail que l'on fait, parce qu'on va le vendre, parce qu'il va avoir une certaine valeur, etc. Donc on n'est jamais totalement seul quand on travaille. On travaille, en tout cas dans les sociétés modernes, pour être reconnu, et de son travail se dégage une valeur qui est une valeur économique, une valeur sociale, une valeur humaine parfois, mais il faut effectivement tout faire pour valoriser ce que l'on fait. Et quand on est dévalorisé dans le monde du travail, quand on a l'impression de travailler, parfois même quand on a un emploi stable, mais qu'on considère presque inutile, on va mal parce qu'effectivement on est là, on dit oui, j'obtiens un salaire, mais finalement personne ne s'intéresse véritablement à ce que je fais. Donc le travail aboutit dans ces cas-là parfois même à des symptômes de dépression très, très nets parce que l'individu ne se sent pas du tout avoir une valeur par le fait de travailler. Donc dans le monde du travail, on lutte effectivement pour sa propre valeur et cela passe par effectivement cette quête de reconnaissance. Mais le monde du travail et la société dans laquelle nous vivons est aussi une société salariale. C'est-à-dire une société qui, à travers le travail, offre des droits, un socle de protection. Robert Castel a beaucoup étudié cette question de la société salariale. Le travail, c'est plus que le travail, c'est aussi l'accès à une protection, à une sorte de propriété sociale, disait Robert Castel. Nous avons des droits par le fait de travailler qui sont des droits qui nous donnent une valeur qui va au-delà de la valeur d'une marchandise. Nous avons des droits sociaux qui sont acquis, qui ont été acquis par les luttes sociales et qui nous permettent effectivement de se sentir mieux protégés face aux aléas de la vie. Dans le lien de citoyenneté, vous voyez très bien aussi à quel point l'importance de la protection est donnée par le fait de pouvoir bénéficier de droits civils, politiques, sociaux, de vivre dans un état de droit, c'est important, c'est-à-dire qu'on n'est pas, dans l'insécurité permanente quand on vit dans un état de droit. On sait qu'on a des recours possibles quand on est agressé, on sait qu'on est protégé par un système qui est le même pour tous et qui est fondé sur le principe de l'égalité dans les sociétés modernes et démocratiques. Et en même temps, je l'ai dit, c'est la reconnaissance du fait que on a la possibilité de participer directement aux affaires de la cité. Pourquoi ces 4 types de liens sont des liens vulnérables? Pourquoi ces liens ne sont pas si forts que cela et pourquoi il arrive qu'ils se rompent?
et parfois même qui se rompent de façon cumulative. Le processus de disqualification sociale dont je vous ai parlé est un processus qui conduit à cette fragilité cumulative, à cette rupture même cumulative. La dernière phase du processus de disqualification sociale, c'est la rupture de ces 4 types de liens. En fait, ces liens sont fragiles de façon très très visible. Si on prend par exemple le lien de filiation, on a examiné dans le livre à plusieurs reprises cette question. Les solidarités familiales, par exemple, ne sont pas des garanties absolues pour tout le monde. Nous sommes très inégaux face aux solidarités familiales. La famille n'est pas donnée à tout le monde. Il y a un indicateur très fort dans le livre qui est issu d'une enquête que nous avons réalisée, qui est le fait de n'avoir plus de relation avec son père ou avec sa mère. On pourrait poser la question ici dans cette salle, est-ce que vous avez des relations avec vos parents, sachant qu'on va prendre en compte les personnes qui sont ici qui ont encore des parents vivants, et on va faire la statistique de ceux qui n'ont plus de relation du tout ni avec le père ni avec la mère. Donc, je suppose que si on fait cela, on va avoir un petit pourcentage, probablement. Je le dis comme ça, spontanément. Mais si on le fait sur un échantillon représentatif de la société française, donc sur un large échantillon, on arrive à ce constat d'inégalité considérable selon les individus. Dans les personnes de la classe ouvrière, on a 27%, donc plus de 1 sur 4, qui n'a plus de relation avec son père, et 22% qui n'ont plus de relation avec leur mère. C'est considérable. Plus du tout, ou pratiquement plus, c'est-à-dire qu'ils ne voient plus, ils n'ont plus de contact. En s'élevant dans la hiérarchie sociale, on s'aperçoit que les employés, c'est quand même un peu moins. Les professions intermédiaires, encore un peu moins. Les cadres, on n'arrive plus qu'à 4%. Donc, inégalité face à la préservation de ce lien avec ses parents. Ça veut dire que dans le monde ouvrier, alors même que le monde ouvrier dérouille du point de vue du chômage, du point de vue de la précarité professionnelle, qui devrait avoir besoin notamment de ces solidarités familiales comme forme de compensation aux injustices du monde du travail, on s'aperçoit que finalement ce sont parmi ces milieux défavorisés dans le monde économique où l'on constate la plus grande fragilité de ce lien de filiation. Alors, ça s'explique souvent, en France en tout cas, par le fait qu'on est parfois éloigné de ses parents, que parfois il y a eu des disputes, parce que les revenus dans le ménage sont faibles, qu'il y a du chômage des parents et le chômage des enfants, et que finalement ça devient étouffant, et donc les jeunes s'en vont de leur famille, et puis comme ils ont des difficultés d'insertion, ils ne veulent plus revenir, ils ont peur, ils ont honte de demander des aides à leurs parents, donc ils préfèrent ne plus avoir affaire à eux. Donc on a ces situations de rupture qui caractérisent la relation aussi très... de ce lien de filiation dans les milieux ouvriers. Mais on le voit aussi, je dirais, la fragilité de ce lien au moment de la vieillesse. Là encore, on est très inégaux face à la vieillesse et face à la grande dépendance. Parce qu'au moment où on devient très fragile, où on a besoin justement de ses proches pour vivre, et qu'on s'adresse à ses proches, et là, donc pour les personnes très vieillissantes, c'est plus vers les parents qui s'adressent, évidemment, c'est vers leurs enfants, et bien là, on retrouve de profondes inégalités encore. On le voit aussi, les relations amicales sont fragiles pour tout le monde, en fait. Bien entendu, il y a des amis que l'on garde pendant des années, parfois même des amis qu'on a rencontrés dans l'enfance, et on va vieillir ensemble. Donc il y a des amitiés comme ça qui sont parfois exceptionnelles. Mais dans la réalité, l'amitié aussi se fait et se défait.
Et nous avons tous, autant que nous sommes confrontés à ce risque de rupture du lien amical. Et nous refaisons sans cesse des efforts pour nous entourer d'amis, de proches, de personnes qui vont apporter protection et reconnaissance. Mais là encore, les inégalités d'un milieu social à l'autre sont considérables. Il y a des possibilités effectivement de s'entourer dans certains milieux sociaux qui sont beaucoup plus importantes que dans d'autres. On le voit à travers c'est un des exemples, à travers les fêtes de mariage. On va dire, le fait de mariage, c'est comme la famille. Oui, non, il y a des cérémonies de mariage aujourd'hui où on accorde de plus en plus d'importance justement à la présence des amis. C'est ça aussi la réalité de la vie moderne. C'est-à-dire qu'avant, les mariages, autrefois, c'était uniquement la famille. Aujourd'hui, le mariage, c'est une fête, on fait une belle fête pour justement inviter beaucoup d'amis. La précarité dans le monde du travail, la fragilité de ce lien, c'est évident, on est en pleine crise de l'emploi, le chômage bien entendu que j'ai étudié et que je continue à étudier, la précarité professionnelle, c'est bien l'expression de la fragilité de ce lien de participation organique. On pourrait se poser la question, comment est-ce possible de vivre dans une société qui met en avant la réalisation de soi par le travail et qui est à ce point incapable d'offrir un horizon possible d'intégration professionnelle à tous les individus. En fait, c'est ça la réalité. On continue à se conformer à un modèle d'intégration par le travail sans être capable d'offrir la possibilité de réalisation de cet horizon à des franges nombreuses de la population qui reste à l'écart. Le lien de citoyenneté est aussi un lien extrêmement fragile parce que on constate aujourd'hui, et la crise que nous traversons montre qu'on est dans une crise de ce lien de citoyenneté, de ce crise de ce qui nous rattache aux institutions républicaines. Les Français, quand ils sont je dis les Français, mais c'est aussi vrai des Européens, quand ils sont en situation de pauvreté ou de précarité, lorsqu'ils sont au chômage, ils ont tendance à ne plus faire confiance aux institutions de leur pays. Pas seulement au Pôle emploi, ça oui, il n'y a pas beaucoup de chômeurs qui font confiance au Pôle emploi pour retrouver un emploi, ça c'est la base. Mais si avec ça, en fait, c'est toutes les institutions finalement qui sont remises en question. On ne fait pas confiance aux institutions parce qu'on se sent dévalorisé par ces institutions, alors que ces institutions sont là au titre de l'égalité des citoyens, pour défendre les citoyens, pour les mettre sur le même pied d'égalité. En fait, aujourd'hui, les plus démunis ne se sentent pas protégés par ce lien, mais au contraire dévalorisés, discriminés même, puisque on considère que on vérifie que dans les quartiers de banlieue où les enquêtes ont été faites, c'est là qu'on a les taux les plus élevés de sentiment que ses propres droits ne sont pas respectés. Plus on s'élève dans la hiérarchie sociale, plus ce sentiment de ne pas avoir de droits respectés diminue, évidemment. Donc, on a, dans les couches sociales les plus basses, on a effectivement ce sentiment très, très répandu et qui conduit, vous l'avez vu aux dernières élections, au fait qu'on ne va pas voter. À quoi ça sert? Pourquoi aller voter dans ces conditions? À quoi ma voix peut apporter quelque chose dans ce monde? Donc, voilà finalement ces formes de fragilité, et en les exposant, vous voyez bien que ce qui se joue à travers ça, c'est de très fortes inégalités. Si ces 4 types de liens sont essentiels pour assurer l'intégration, au sens de Durkheim, l'intégration des individus à la société et l'intégration de la société, alors force est de constater qu'il existe aujourd'hui des difficultés considérables pour se conformer à ce modèle d'intégration. Et pas simplement pour quelques résidus de la population, mais pour des franges nombreuses de la population. Donc c'est ça qui aujourd'hui nous conduit à une société qui produit aujourd'hui ce résultat de l'intégration inégale. Alors, raisonnons un petit peu maintenant en fonction des paliers de l'intégration. En fait, si l'intégration est inégale,
est-ce que l'on peut en avoir une représentation assez précise de la hiérarchie sociale et différents paliers? C'est l'exercice auquel nous nous sommes livrés. Nous avons considéré que ces 4 types de liens sont entrecroisés et ils offrent donc des possibilités d'intégration qu'on va appeler intégration assurée, être en mesure de stabiliser dans la durée ces 4 types de liens, de façon à ce qu'ils apportent chacun d'entre eux protection et reconnaissance, est déjà une réussite et une garantie d'intégration sociale. Mais qui est-ce qui arrive à cette synthèse? Qui sont ceux qui finalement parviennent de façon relativement aisée dans notre société à réaliser cette synthèse qui conduit à l'intégration assurée? À votre avis? Les catégories. Tout d'abord, on va commencer par les catégories supérieures. On est dans une analyse de classe. Aujourd'hui, force est de constater que ceux qui vont être capables de maintenir dans la durée ces 4 types de liens, c'est effectivement, ça commence par les catégories supérieures. Alors, attention, il ne faut pas dire qu'il y a une garantie absolue et qu'il n'y a rien à faire. Au contraire, les catégories supérieures vont travailler à la stabilité de chacun de ces liens. Un cadre supérieur, il a un risque beaucoup plus faible de perdre son emploi qu'un ouvrier, on le sait. Mais il y a des accidents de carrière quand même. Et parfois, il y a de l'épuisement au travail chez les cadres supérieurs. Il y a des accidents de carrière et des formes d'épuisement. Parce qu'effectivement, la pression parfois dans le monde dans lequel on vit, elle est telle que les cadres parfois disjonctent aussi et connaissent le burn-out. Donc, il faut que les cadres soient soucieux effectivement de maintenir un certain équilibre permettant l'entrecroisement de ces 4 types de liens. Donc, il va falloir lutter contre ce risque de perdre son emploi. Un cadre qui travaille de trop, que ce soit un homme ou une femme, risque d'être dans une situation conjugale compliquée. Divorce. Le divorce, ça menace les différentes couches sociales, mais c'est bien ça aussi. Si vous pouvez effectivement connaître une difficulté conjugale qui va avoir des effets sur aussi cet entrecroisement. Si vous travaillez de façon excessive, vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer notamment à vos voisins et à vos amis dans votre quartier et aux formes d'engagement associatif. Donc, vous risquez effectivement de connaître des difficultés. Donc, ça veut dire que, y compris pour les catégories supérieures, il faut tout faire pour mobiliser des énergies pour éviter cette fragilité des liens. Alors, on a observé comment se comportent les catégories supérieures pour maximiser les chances de maintien de ces 4 types de liens de façon entrecroisée, de façon stable. Et il y a donc des stratégies qui sont évidentes quand on observe le comportement des catégories supérieures pour y arriver. Ça passe par le fait de choisir dans certains cas des quartiers urbains où ils vont être effectivement, c'était le thème que j'ai abordé cet après-midi d'ailleurs à travers la question de l'espace public, de choisir des quartiers où on va être plutôt dans un entre-soi de catégories supérieures. Donc il y a des stratégies de résidentielles claires pour parvenir à maintenir cet entrecroisement, d'avoir dans son quartier de bons amis, des personnes du même milieu social, avoir les meilleures fréquentations pour les enfants, etc. Ça passe aussi parfois par des choix de carrière. On a pu vérifier par exemple que certains cadres arrivaient parfois à choisir des entreprises pour leur permettre d'avoir une vie professionnelle plus équilibrée. Aujourd'hui, dans les choix stratégiques des cadres, il y a ça, il y a cette réflexion. Plutôt que de mener une carrière internationale et de faire des déplacements sans arrêt, on va peut-être trouver des entreprises où la vie va être peut-être plus simple. Donc il y a cette recherche de l'équilibre. On l'a pu le remarquer à travers un exemple, notamment des médecins qui travaillent dans les centres de santé dans la région de Grenoble. Il y a un très bon chapitre qui permet de voir comment le travail en équipe dans des centres de santé associatifs permet justement de concilier la réussite professionnelle et l'épanouissement personnel. Il y a enfin des stratégies matrimoniales claires.
parce que souvent le cadre qui fait une carrière très impressionnante, avec des horaires de travail très énormes, n'a pas le temps de s'occuper de sa famille. Et donc c'est vrai pour les carrières masculines, souvent, de cadres supérieurs, les managers ont tendance à rechercher un conjoint qui va accepter d'être dans la dépendance et de s'occuper de la famille. Donc où on va trouver, il y a un chapitre sur les stratégies matrimoniales des managers qui est tout à fait fascinant. Où est-ce qu'on peut trouver, quand on est hyper diplômé et qu'on va gagner beaucoup d'argent dans son travail, où on va trouver la femme qui va accepter de s'occuper des enfants? Dans quel milieu social? Dans un monde aujourd'hui où quand même il y a une volonté des femmes de réussir leur vie professionnelle. Ben, comment? En Russie? Peut-être. Ben oui, on va trouver, en fait, on les trouve plutôt dans les milieux catholiques traditionnels, c'est-à-dire qui sont orientés selon un modèle normatif de la famille. Et les manifestations contre le mariage pour tous, c'était quand même l'expression de cette volonté, effectivement, de protéger un modèle traditionnel de la famille. On le voit dans les catégories supérieures très nettement. Et on peut comprendre, décrypter la réaction à l'égard du mariage pour tous en fonction de cette logique intégrative de la famille. Donc vous voyez comment, dans les milieux traditionnels, on lutte pour parvenir le plus possible à se maintenir sur ce palier de l'intégration intégrée. Il ne faut pas croire que c'est donné dans le monde il évolue, il faut s'adapter. Et donc les stratégies des catégories supérieures, et je dirais des catégories moyennes supérieures, c'est vraiment de multiplier les efforts pour y arriver. Les classes moyennes sont toujours à l'affût des meilleures stratégies aussi. On le voit à travers le choix de l'école, le choix du quartier, etc. Ça touche aussi bien sûr les catégories moyennes qui désertent parfois les écoles publiques de leur quartier car ils considèrent qu'il y a trop d'immigrés dans leur quartier. Donc ces stratégies aussi pour les enfants existent bien sûr dans la société. Les sociologues de l'éducation, comme Agnès Van Zanten qui a publié dans la collection Le Lien social, ont étudié ces phénomènes. Deuxième palier, l'intégration fragilisée. On n'est pas là dans la rupture des liens, mais dans le sentiment que les liens deviennent véritablement fragiles et finalement n'apportent plus la protection et la reconnaissance auxquelles on aimerait accéder. C'est l'intégration assurée, c'est un peu, si vous voulez, à l'image de cette photo qu'on a prise ici. Vous voyez un escalier finalement, et on voit qu'il y a des personnes au-dessus. C'est en fait l'idée d'un plafond de verre. L'intégration fragilisée, c'est d'être en dessous, de voir qu'il y a des personnes au-dessus qui sont beaucoup mieux intégrées, et finalement, on n'y arrive pas, c'est bloqué. C'est un plafond, on voit qu'il y a quelque chose et on ne peut pas y accéder. Donc c'est en quelque sorte le fait d'être contraint et donc frustré de ne pas pouvoir réaliser ses aspirations. Et parce que ces liens sont devenus fragiles. Et la fragilité, elle commence effectivement par la précarité des situations professionnelles qui ont des effets en cascade. Être dans une situation précaire sur le monde du travail, c'est être probablement pas très solvable ou pas jugé très solvable sur le plan économique chaque fois qu'on a besoin de faire un prêt. Aujourd'hui, pour accéder à la propriété, il y a des enquêtes monumentales qui sont fondées sur quoi? Pas simplement sur le capital que l'on a, sur la fragilité de sa vie professionnelle. Donc il y a des calculs de risque que font aujourd'hui les organismes bancaires qui fait que finalement on vous met tout de suite dans une case de potentiel vulnérable. Donc, alors même que vous avez un emploi qui vous semble assez stable, mais on vous fait comprendre que vous êtes là sur un palier et qu'on ne vous donnera pas les possibilités de passer le palier supérieur. On voit le malaise dans la société des classes moyennes, et qui sont effectivement beaucoup sur ce palier de l'intégration fragilisée. Je dirais le troisième palier, on est là, on n'est plus dans la fragilité des liens, il y a des liens qui sont rompus. C'est ce que j'appelle l'intégration compensée. L'intégration compensée, c'est le fait, par exemple, d'être au chômage, de se sentir discriminé
dans les institutions que l'on fréquente, c'est-à-dire d'avoir un lien de participation organique faible, un lien de citoyenneté vacillant, qui se délite, d'être conduit finalement à rechercher une intégration avec ce qui reste. Donc on est là dans la recherche de compensation, on est dans la résistance. Parce qu'on est confronté à la rupture, on n'attend plus de progresser, ce n'est pas possible, puisqu'on est bloqué, encore plus bloqué que dans l'intégration fragilisée. Donc il va falloir trouver un système alternatif pour exister, d'où la compensation. Comme il y a 4 types de liens, comme ils ne vont pas forcément se rompre tous ensemble, eh ben on va s'appuyer sur ce qui reste pour pouvoir exister. Et c'est ces mécanismes de compensation qui sont étudiés dans cet ouvrage et qu'on va retrouver à travers plusieurs exemples, beaucoup dans la sociologie urbaine. C'est la question des bandes, par exemple, des bandes de jeunes, où on peut prendre la bande comme un mécanisme de compensation. On est rejeté du monde du travail, et d'abord on commence à être éjecté du système scolaire. Et donc, on va exister à travers un groupe qu'on s'est constitué. Donc, c'est le lien de participation élective qui va constituer le moteur de l'intégration. Et on va même créer un système alternatif de normes et de valeurs. Ça va être les valeurs de ce groupe qui vont servir de référence à l'intégration. De façon alternative, on ne peut plus être intégré dans le monde du travail. Donc, on va créer une culture de la rue, une culture de la bande, une culture qui va même être valorisée à l'intérieur de ce groupe, qui va se traduire par aussi des goûts artistiques particuliers, alternatifs. Le rap, par exemple, est l'expression de cette contestation de la société et de cette volonté de trouver des compensations. Donc, une intégration compensée que l'on peut trouver aussi à travers un autre phénomène que l'on observe dans les cités, c'est l'engouement ou la volonté de se protéger et de trouver de la reconnaissance dans des groupes ethniques et religieux. On a aujourd'hui une construction de la compensation à travers l'appartenance à des groupes ethniques ou religieux. Enfin, le 4e type de palier, c'est le palier de la rupture cumulative des liens. C'est le palier où on n'est plus dans la résistance, on est dans la survie. C'est l'expérience de la survie au quotidien parce qu'on a perdu la possibilité de se protéger par sa famille, par ses amis. Il n'en reste presque plus, ou des personnes qu'on a rencontrées comme ça dans la rue, mais ce ne sont pas des relations qui se maintiennent durablement. Et on est loin des institutions, souvent dans des situations d'urgence. Et donc, l'existence au quotidien, c'est de trouver à survivre, de penser au jour le jour, de dire qu'est-ce qu'on va manger, où on va dormir. Et donc la vie, elle est mobilisée par ce besoin de satisfaire ses besoins physiologiques élémentaires, ce qui conduit parfois certains à retrouver ressources dans les bibliothèques, dans ces lieux publics. Quand il en manque de tout, on va chercher des solutions temporaires d'existence dans les lieux qui sont encore hospitaliers, dans cet espace urbain. Donc, vous voyez que la société française, finalement, peut être caractérisée par ces 4 types de paliers. Et à chaque type de palier, il y a finalement une expérience vécue spécifique. On pourrait dire que la première, c'est l'expérience de la distinction, quand on est dans les catégories supérieures. On est dans l'expérience de la frustration dans l'intégration fragilisée. On est dans l'expérience de la résistance quand on est dans l'intégration compensée, et on est dans l'expérience de la survie quand on est dans l'intégration marginalisée. Donc, l'enjeu aujourd'hui, on pourrait dire, sachant que les 4 types de liens sont fragiles, l'enjeu de chacun, c'est de se préserver ses possibilités d'être intégré et cela passe par la constitution, parfois, effectivement, dans les catégories supérieures, d'un entre-soi protecteur coupé du reste. Si l'on devait maintenant réfléchir sur un autre modèle d'intégration, il faudrait reconsidérer les fondements de notre société, les fondements du lien social, repartir à zéro, inventer peut-être une autre doctrine pour favoriser
une intégration plus démocratique, plus équitable, et plus réaliste aussi pour tout le monde. Mais ça, c'est un défi auquel les chercheurs comme moi sont confrontés, parce que c'est effectivement des questions que l'on se pose, mais ça dépasse, vous l'avez bien compris, la recherche, puisqu'il s'agit effectivement d'élaborer une doctrine. Et là, il s'agit effectivement de créer un espace démocratique pour qu'émerge une doctrine de l'intégration pour tous.